Merci beaucoup. Donc, Kevin Diallo, donc moi je suis infectiologue à La Réunion à Saint-Pierre. Je remercie d'abord les organisateurs du congrès de m'avoir invité à parler pour ce sujet totalement autre dans ce colloque, sur un sujet, donc le typhus murin, qui est présent sur mon département et sur la plupart des zones tropicales. Donc j'ai bien sûr pas de lien d'intérêt en lien avec la présentation actuelle. Alors un petit rappel quand même, c'est vrai que les rickettsiotes, ça appartient à une grande famille des rickettsiales qui sont séparés en fait, donc ça c'est au niveau de l'ordre, sont séparés en rickettsia et en anaplasma. Donc pour les anaplasmoses, on a 3 représentants, l'anaplasma qui est présent dans le nord-est de l'hexagone, l'Ehrlichia qui est présent aux États-Unis, on a aussi les néorickettsioses. Quand on part de l'autre côté, dans la famille des rickettsioses, donc on a les rickettsias deux genres, les rickettsias et Orientia. Parmi lesquels on a notamment Orientia tsuntsu gamushi qui est présente en fait dans le sud-est asiatique, en Océanie, on y reviendra un peu plus tard. Et parmi le groupe des rickettsia, donc on a 4 sous-groupes qui ont été individualisés. Le groupe Boutonneau, donc j'ai dû réduire la liste des pathogènes potentiels pour l'homme parce qu'elle est très longue. Le groupe du typhus que je vais vous présenter, le groupe transitionnel, le groupe ancestral. Alors, un mot de géographie, donc comme je l'avais dit, les Orientia sont plutôt présentes en fait en Asie du Sud-Est et en Australie. Et on a une distribution géographique en fonction du type de rickettsia auquel on est confronté, avec notamment le rickettsia rickettsii qui est présente sur les Amériques, qui donne la pieuvre pourprée des montagnes rocheuses. On a également les rickettsia africae en Afrique et dans le bassin méditerranéen, c'est plutôt le rickettsia conori qui est présent. Et le typhus murin qui n'était pas représenté est ubiquitaire à partir du moment où on a des conditions propices à sa prolifération. Donc en termes de phylogénie, les rickettsias du groupe typhus se sont individualisés assez tôt après le groupe ancestral. Et on voit déjà apparaître sur cette diapositive que les vecteurs sont nombreux et ils peuvent être différents au sein d'un même groupe en fonction du ricketsia auquel on s'adresse. Alors typhus, ça vient du terme grec stupeur, torpeur. En fait, dans l'histoire, initialement, ça a apparu au Moyen-Âge, donc je ne vais pas vous faire l'historique, mais ce qu'on désignait le plus par le typhus, c'était le typhus qui était épidémique, et qui donnait donc des épidémies. Et aujourd'hui, on l'appelle le typhus épidémique ou exanthématique, qui est lui transmis par le pouls de corps. Donc c'était une maladie des gens sales, donc prédominance au Moyen-Âge. Et c'est seulement à partir de 1926 qu'un épidémiologiste américain a remarqué en fait un typhus qu'il a appelé endémique parce qu'il a remarqué chez lui. Il pensait, donc c'était Maxi, que cette forme de typhus pouvait être transmise par les puces de rat. En réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi ce type de typhus qui était présent dans l'ancien monde. Mais en tout cas, il a été le premier à le remarquer et seulement à partir de 1932 que Moster propose le terme de typhus murin. Alors, en termes de caractéristiques dans ce groupe typhus, donc on a le Rickettsia provazeki qui donne le typhus épidémique, qui est transmis par le pouls de corps, et ça donne plutôt une fièvre, une éruption maculopapuleuse et des formes neurologiques qui sont encore présents en Afrique, en Amérique centrale et du Sud et en Asie. Pour ce qui est du typhus murin, donc transmis par Rickettsia typhi, le vecteur principal c'est Xenopsila chaeopsis. Il y a un début brutal avec notamment la notion de fièvre, de céphalée, de signes digestifs, d'érythème et d'arthromyalgie. Et la distribution est dite ubiquitaire et plus élevée dans les pays chauds. Alors quand on regarde les publications récentes en fait sur les pays qui déclarent avoir du typhus murin, on remarque en fait sur les publications qui sont faites au début du XXIe siècle, qui ont été reprises dans ce papier, qu'on a effectivement une prépondérance sur le territoire américain, notamment en Amérique du Nord, sur le bassin méditerranéen et en Asie du Sud-Est. La même année, un papier est sorti en fait sur les rickettsiotes au retour de voyage. Et c'est ce qu'on observait beaucoup en hexagone. En fait, les gens qui voyageaient pouvaient revenir avec des états fébriles sans étiologie particulière. Et parmi les 32 cas qui avaient été réalisés en 3 ans, on avait en fait des pays qui étaient plus porteurs de ces rickettsioses, notamment la Tunisie, dans le bassin méditerranéen, et pour l'Asie du Sud-Est, les voyageurs qui revenaient du Népal ou de l'Indonésie. Donc le réservoir principal c'est le rat noir, donc Rattus ratus, ça peut être aussi le Rattus norvegicus qui peut être hôte. En ce qui concerne le vecteur, c'est principalement la puce de rat, Xenopsila chaeopsis. La transmission, ça se fait par une inoculation par injection des excrétas de la puce à travers la peau sur des lésions de grattage. Et souvent en fait ça passe inaperçu ce point d'inoculation on va dire de transmission.
Et l'incubation, elle varie de 7 à 14 jours. Un mot sur les méthodes diagnostiques. Donc, on a une PCR qui est disponible, qui est spécifique d'espèce et qui peut se positiver jusqu'à J10 après le début des symptômes. Et la sérologie est disponible à partir de J7. Les anticorps sont détectés par une immunofluorescence indirecte. Je ne l'ai pas dit, mais c'était une bactérie qui était intracellulaire. Et donc, du coup, elle est intracytoplasmique, donc elle n'est pas dans la circulation sanguine. Il y a également une diffusion de proche en proche, en fait, au niveau des cellules infectées. Mais on a une réaction croisée qui est possible entre les Rickettsia provazeki et Rickettsia typhi. Alors, pourquoi les rickettsioses posent un problème? En fait, on a une entité en médecine qu'on appelle les fièvres d'origine indéterminée. C'est un problème en fait, auquel on est fréquemment exposé et pour lequel on doit se poser les questions des étiologies de deuxième ou troisième ligne. Là, sur un papier de 2022 publié dans le NEJM, en fait, il y avait un classement des pathogènes à rechercher systématiquement. Et dans les étiologies bactériennes, il apparaît un test de tableau, je n'ai pas trop d'explications, mais on a vraiment les rickettsioses qui posent un vrai problème diagnostique si on n'y pense pas. Elles sont bien présentes sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Alors, un mot sur les traitements. Alors, quand on tape typhus murin dans les bases de recherche, on a quelques milliers d'articles, mais pas tant que ça, et peu d'études, en tout cas prospectives randomisées. Il y en a une qui a été faite au Laos entre 2004 et 2009 sur les traitements de la rickettsiose. Et on proposait en fait un bras, donc sur 216 patients, un bras d'oxycycline 3 jours, un bras d'oxycycline 7 jours et un bras azithromycine 3 jours. En fait, il y avait un risque d'échec beaucoup plus important pour l'azithromycine que pour la doxycycline, ce qui fait qu'aujourd'hui, on garde le traitement par doxycycline en traitement de première intention pour une durée de 7 jours, avec comme alternative les quinolones. Bon, les chloramphénicols est aussi actif sur cette espèce bactérienne. Et cette maladie non traitée, comme la remarque la revue systématique, une revue systématique qui a été faite en 2023, ça peut donner jusqu'à 18% de formes sévères, jusqu'à 54% d'hospitalisation et jusqu'à 3,6% de décès. Donc ce n'est pas une maladie qui est complètement anodine. Non traitée, elle peut évoluer vers des formes plus sévères. Alors les collègues tunisiens sont intéressés à qu'est-ce qui pourrait nous faire penser, enfin nos facteurs pronostiques, qu'est-ce qui pourrait faire alerter sur le fait qu'une rickettsiose va mal évoluer. Ils ont pris en fait leur cohorte de rickettsiose en rétrospective sur 440 cas. Il y avait quand même 86% de patients qui allaient relativement bien, donc ça insiste sur le fait que majoritairement, la plupart du temps, ça évolue plutôt favorablement. Mais ils avaient quand même 16% de formes graves. Et parmi les deux facteurs pronostiques qu'ils avaient pu mettre en évidence, il y avait l'intensité du syndrome inflammatoire biologique, avec la polynucléose neutrophile et la CRP, et l'intensité de la cytolyse, en fait, qui étaient des marqueurs donc, prédictifs d'évolution plutôt défavorables. Alors à La Réunion. Donc le premier papier en fait qui a décrit un cas réunionnais, c'est le papier des voyageurs là, des rickettsioses de retour de voyage, qui avait été réalisé par, j'ai oublié le nom, il est en bas à droite. En tout cas, c'est la première fois qu'on a décrit un cas en 2012 d'un réunionnais qui était positif, enfin c'était un voyageur au retour de La Réunion qui était positif pour la rickettsia. Enfin pour le typhus murin. Et ensuite, on a trouvé des cas autochtones qui présentaient tous le même tableau, une fièvre, arthromyalgie et céphalée, avec des confirmations autochtones de cas autochtones qui avaient été confirmés donc, par le CNR. Et donc cette cohorte, cette étude prospective a pu être réalisée en fait chez ces cas, réalisée par Brutto, donc de 2012 à 2017, et il a pu identifier et décrire 61 cas de patients présentant un typhus murin à La Réunion. Donc c'était l'équipe qui me précédait à La Réunion. À chaque fois, il s'agissait de cas qui étaient confirmés, donc 61 patients, avec un âge moyen plutôt jeune à 41 ans et une prédominance masculine. Et parmi en fait, les signes cliniques, ils avaient tous de la fièvre et dans 90%, c'était une fièvre qui évoluait depuis plus de 7 jours. Donc ce n'est pas un diagnostic qui est si aigu et brutal que ça, avec une fatigue qui était présente dans 90% des cas et des céphalées et des arthromyalgies qui étaient présentes dans plus de 70% des cas. Le rash est typiquement associé à cette maladie. Il avait noté que dans 38% des cas, et la triade rash, fièvre et céphalée, c'était présent dans 31% des cas. Donc, ce n'est pas une présentation clinique forcément typique qui vient frapper aux portes des urgences. Le syndrome inflammatoire, c'est la règle. La fonction rénale est normale le plus souvent en fait dans la rickettsiose, qui la différencie aujourd'hui principalement la leptospirose qui reste active sur l'île de La Réunion.
et la cytolyse hépatique qui est plutôt modérée et fréquemment présente en fait dans ce type d'affection. Pour la thrombocytopénie, elle est également présente, mais moins sévère généralement pour la dengue ou la leptospirose. Alors ce papier a permis de mettre en évidence en fait la saisonnalité également de la maladie avec des pics de typhus murin qui survenaient sur l'été austral, donc généralement à partir de novembre-décembre et ça se terminait en mars avec une recrudescence des cas sur cette période et une diminution des cas sur la période d'hiver austral. Donc ça c'est dû au fait que les puces de Xenophila chiopsis aiment un milieu chaud et sec pour proliférer et pour la partie sèche il y a une deuxième partie qui a pu être mise en évidence. En fait, le relief de la Réunion fait qu'on a des sommets jusqu'à 3000 mètres avec des montagnes qui arrivent à bloquer les nuages et une répartition totalement asymétrique de la pluviométrie sur l'île avec un côté oriental qui est extrêmement arrosé et très humide et très florissant et une partie occidentale qui est plutôt sèche et c'est là où on a remarqué que la plupart des cas survenaient. Alors pour se comparer un peu avec nos voisins américains qui ont découvert le typhus murin, ils ont également cette saisonnalité qui est présente, ce qu'on voit sur la partie B du graphique, avec la majorité des cas qui surviennent sur la période printemps-été. Et ils ont pu observer en fait une évolution dans le temps avec une résurgence qui a pu être décrite sur des cohortes qui évoluaient depuis 10 ans. Effectivement, la bactérie peut rentrer en quiescence et ne pas être présente en fait sur un territoire donné en fait sur une certaine période et revenir à avoir une diffusion en fait sur un mode de résurgence dans l'histoire du temps. Un autre papier réunionnais qui donne à réfléchir, c'est un papier du docteur Girardin qui parlera cet après-midi. En fait, il a eu l'idée de reprendre les sérums de 2009 qui avaient été collectés pour une toute autre cohorte pour réaliser en fait des sérologies à la recherche d'anticorps pour le typhus murin et pour les rickettsioses du groupe boutonneux. En fait, on s'est rendu compte, donc avec un seuil de positivité de Rickettsia supérieure à 64, qu'on avait déjà une séroprévalence du typhus murin à 12,7% et une séroprévalence des rickettsioses du groupe des fièvres boutonneuses de 17%, soit une prévalence de rickettsioses de 30%, et ce sérum était sur des patients qui avait été prélevé 3 ans avant que le premier cas ne soit décrit sur l'île. Donc probablement qu'une partie de la population réunionnaise était déjà avait déjà eu un contact avec une rickettsiose et on l'a découvert en fait seulement dans un deuxième temps. Ce papier a aussi permis de révéler un fait nouveau, c'est que la maladie concernait surtout en fait, la séroprévalence était beaucoup plus élevée chez des sujets jeunes. La partie localisation géographique a été aussi retrouvée avec une prépondérance en fait, des sérologies positives dans le territoire ouest. Alors pour voir un peu ce que faisaient nos voisins américains qui connaissent aussi bien cette maladie, sur cet épisode de résurgence, ils ont vraiment voulu voir si c'était une vraie résurgence et ils ont fait également des études de séroprévalence sur 2 années. Donc il y en avait une en 2013 qui retrouvait une séroprévalence de 1,2% dans une région du Texas et qui a été majorée à 7,8% en 2021. Et cette séroprévalence est allée jusqu'à 12% dans certains comtés en fait, du Texas. Donc on est sur des taux de séroprévalence qui sont quand même élevés dans une population. Alors en pratique, le patient vient avec fièvre, céphalée, arthromyalgie. Donc en général, on élimine les étiologies virales facilement éliminables. Il reste les étiologies bactériennes sur lesquelles on a du mal à être un peu plus discriminant. Alors pour essayer de s'aider en fait de la clinique, j'ai retrouvé un papier du Vietnam en fait qui avait évalué une cohorte de patients qui étaient hospitalisés pour une suspicion de rickettsiose entre 2001 et 2003, donc soit une fièvre un typhus des broussailles, soit un typhus murin, soit autre chose. Et leurs critères d'inclusion, donc c'était fièvre, un signe parmi une éruption cutanée, des adénopathies multiples, une escarre, une hépatosplénomégalie, l'absence de guérison après bêta-lactamine, et bien sûr les patients ne devaient pas avoir autre chose. Ils avaient quand même 193 cas de typhus murin, 237 de typhus des broussailles et 149 cas autres. Ils ont pu mettre en évidence des petites différences significatives entre leurs groupes, avec notamment la prépondérance masculine qui avait été encore retrouvée pour la rickettsiose, ou le fait qu'elle survienne en saison sèche, la saison humide étant un facteur plutôt protecteur. Ce qui concerne les symptômes, ils avaient retrouvé que les myalgies étaient plus fréquentes,
les céphalées étaient plus fréquentes dans le groupe rickettsiosis et que les frissons ou la toux n'étaient pas associés à une rickettsiose. Et pour ce qui est de l'examen clinique, il n'y avait pas de polyadénopathie ni d'escarre au point d'inoculation parce que ce n'est pas une maladie qui est transmise par les morsures de tiques. Alors, un petit mot sur un travail qui est en cours et pas publié pour l'instant à La Réunion. On a une collègue qui, j'espère, pourra venir l'année prochaine présenter ses résultats. Bon, pour l'instant, je vais vous donner des petits tableaux préliminaires. En fait, on a plusieurs épidémies, plusieurs maladies bactériennes qui circulent à La Réunion pour lesquelles on a la même présentation clinique à l'arrivée des urgences. C'est la leptospirose avec une cohorte assez importante de 272 personnes qui a été réalisée entre 2018 et 2020. Pour la cohorte que je vous ai décrite sur le typhus murin entre 2012 et 2017. Et on a également une cohorte en fait sur les fièvres Q aiguës que nous avons également, avec 42 patients qui ont été décrits de 2004 à 2017. Bon, je ne vais pas spoiler ma collègue qui viendra vous raconter des choses plus précises l'année prochaine, je l'espère. Mais en tout cas, on voit déjà des différences entre les groupes avec une nette prédominance masculine dans le groupe de la leptospirose, c'est 90% d'hommes. Sur le site suspect de l'infection, on a l'impression que le typhus murin est plutôt une acquisition communautaire et qui est présente au domicile en fait, du patient. Pour ce qui est de la durée de la fièvre et du recours aux soins, il est beaucoup plus rapide pour la leptospirose, comme si elle altérait beaucoup plus vite en fait, les patients. La durée moyenne de séjour en hospitalisation est plus courte pour le typhus murin. C'est une maladie qui entraîne moins de complications que les deux autres. La létalité est plus élevée dans le groupe des fièvres Q aiguës. Et au niveau biologique, la règle du typhus murin, c'est la cytolyse hépatique, qui n'est pas forcément très élevée. Et on reconnaît bien les signes distinctifs de la leptospirose avec l'insuffisance rénale aiguë, la thrombopénie qui peut être assez profonde, et les rhabdomyolyses. Alors qu'en est-il aujourd'hui à La Réunion? En fait, la prévalence, ça reste inconnu aujourd'hui sur mon département. La majorité des formes sont probablement ambulatoires et donc très certainement sous-diagnostiquées. Et ça reste un diagnostic différentiel donc de leptospirose, de dengue, du chikungunya. Et je ne sais pas si vous êtes tous au fait, on a réenregistré des cas autochtones de chikungunya à La Réunion, donc c'est peut-être parti, ou de la fièvre Q aiguë. Et donc se pose la question du traitement des preuves parce qu'une fois qu'on a éliminé les pathologies bactériennes classiques, grippe, Covid, etc., et dengue et chikungunya qui sont assez rapides, entre les trois pathogènes, au final, on a des traitements qui sont rapides à mettre en place comme la doxycycline et qui peuvent être efficaces même si on n'a pas de confirmation biologique. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais nous, le délai de retour d'envoi des PCR ou sérologie pour la rickettsiose, c'est au mieux 7 jours, en réalité plutôt 10 à 15. Donc on reçoit les résultats a posteriori une fois que le patient est guéri et va mieux. Alors, je reviens sur la partie 2012 avec l'émergence de cette pathologie à La Réunion. Et en fait, il y a une saisine qui a été réalisée sur le typhus murin avec une réponse à la saisine qui s'est faite en 2015 et qui a apporté des solutions pratiques sur l'île de La Réunion, avec notamment, bien entendu, la lutte antivectorielle. Donc, il faut lutter contre le rat et il fallait éliminer les refuges. Cette réponse a vraiment focalisé sur le fait que le rat est quand même un grand voyageur et que sa porte d'entrée sur un nouveau territoire, ça reste un port. Donc ça reste en fait le port de l'île qui reste en fait la zone à essayer de sécuriser au niveau de la lutte antivectorielle. Alors, on n'avait pas connaissance de la diffusion en fait de la rickettsiose en fait à La Réunion parce qu'on pensait qu'on n'avait pas en fait le vecteur, que la puce n'était pas présente sur le territoire. Et donc suite à cette saisine, on a analysé nos puces et on a remarqué en fait qu'on avait Xenophila archaeopsis. Par exemple, là, ils avaient recensé 170 individus parmi 288 puces collectées avec une nette prédominance dans le territoire ouest. Donc là où on s'attend à avoir en fait de la rickettsiose. Et en plus, le CNR nous a confirmé que ces puces étaient bien affectées par la rickettsia avec un taux d'infection de 2,3%. Donc on a refait l'histoire à l'envers, mais les données étaient pourtant là sous nos yeux sans qu'on les avait analysées. À l'époque de cette saisine, en fait, à Mayotte, pas d'informations. J'ai pas les informations up-to-date de savoir s'il y a eu du coup le premier cas à Mayotte de rickettsiose, mais pas à ma connaissance. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Mais vous avez un voisin qui est très proche quand même, Madagascar, qui a publié il n'y a pas très longtemps une étude de séroprévalence encore une fois. Donc eux, ils ont refait en fait une étude de séroprévalence en utilisant 62 sérums de leurs patients. Ils ont remarqué qu'il y avait un taux de positivité pour le typhus murin presque à 40%, donc c'est quand même assez élevé. Et pour les fièvres, les rickettsioses du groupe boutonneux à 34%. Et ils ont été plus loin, ils ont analysé leurs rongeurs, et donc du coup, en fait, pas les rongeurs exactement, ils ont pris en fait des puces de rongeurs de milieux ruraux, et ils ont recherché la positivité en fait à la rickettsia typhi, elle était présente chez un quart des puces.
Donc ils ont vraiment en fait la maladie qui circule sur le territoire malgache, donc aux portes de Mayotte. Et donc j'ai regardé, comme on avait le vecteur, je me suis dit est-ce qu'on a le réservoir? Bah oui, il y a du rat noir. Rattus radius est bien présent à l'île de Mayotte. Il a été introduit en fait par l'homme en fait. Voilà. Et il pose des problèmes comme des problèmes ornithologiques que je ne détaillerai pas. Et donc, suite à cette saisine, l'Institut Pasteur malgache a été sollicité pour évaluer le risque de transmission principalement en fait, de la peste de Madagascar à Mayotte. Alors la peste, pourquoi? Parce que c'est le même vecteur, hein, c'est Xenopsila Chiopsis, et donc ils ont analysé les puces mahoraises, et bon, c'était rassurant, aucune n'était infectée à Yersinia pestis, mais ils ont remarqué qu'il y avait bien un échange de puces entre les puces malgaches et les puces mahoraises. Donc ça reste inquiétant de savoir que nos rats voyagent, les puces voyagent, et j'en reviens au premier topo, en fait la diffusion de maladies infectieuses se fait par l'homme qui voyage, mais aussi par les animaux de compagnie et les vecteurs, donc il faut rester vigilant. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé en disant que le topo était assez ciblé, et c'est pour ça que je vous avais repositionné le typhus murin dans l'arbre de sa famille, mais c'est un élément parmi plein d'autres. Il y a plein d'autres rickettsioses que je n'ai pas développées, et bien sûr, plein d'autres maladies tropicales sous-diagnostiquées, et je terminerai par là. Donc, je remercie encore les organisateurs du congrès pour l'effort exceptionnel qu'ils ont fait pour la tenue de ce congrès Maoré et Maharaba. Merci beaucoup Kevin pour cette présentation, pour nous préparer à la prochaine crise à Mayotte. S'il y a des questions? En 2014, il y a une équipe de l'Institut Pasteur métropolitaine qui était venue à Mayotte pour faire une étude de séroprévalence sur toute la sérothèque du laboratoire du centre hospitalier de Mayotte. Alors je regrette que Louis Collet soit pas là parce que lui il aurait pu vous raconter l'histoire, mais de mémoire il n'y avait pas de rickettsiosis dans tout ce qui a été trouvé, et il y a un nombre considérable de choses qui avaient été trouvées. D'accord. Donc à ma connaissance, mais il faudrait que ça soit certifié par Louis Collet, il n'y avait pas de rickettsiosis. Et pour compléter, Louis nous avait présenté au colloque l'année dernière l'outil qu'il avait mis en place avec une PCR multiplex sanguine sur les fièvres qui screenait beaucoup de pathogènes. C'est d'ailleurs ce qui a permis de mettre le doigt sur la mélioïdose et également sur la fièvre Q qui j'espère sera présentée ici l'année prochaine. Et je ne l'ai pas du tout entendu parler de rickettsiosis. Mais depuis, il a dû faire un an de plus. Parce que vu les mouvements migratoires à la proximité avec l'Afrique et Madagascar et les voyages en bateau, c'est surprenant que ça ne soit pas encore arrivé, mais croisons les doigts. C'est vrai qu'il fait une PCR multiplex à tous les diagnostics de tropicaux ou les fièvres qui passent au labo, donc il le verra avant tout le monde. On a une sentinelle à Mayotte, c'est parfait. Pas d'autres questions ?